Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, pour une bonne rentabilité des récoltes, les agriculteurs se tournent souvent vers les engrais chimiques. Ces derniers ont des conséquences graves sur l'environnement et sur la population. Nous en parlons dans ce journal. L'opération 1 million de mangroves lancée par le gouvernement angolais pour lutter contre l'érosion des côtes et le changement climatique. Plus de détails dans un instant. En fin d'édition, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Une jeune entreprise a développé des briquettes écologiques combustibles pour lutter contre la déforestation. C'était les titres. À présent, le journal. L'utilisation des intrants dans l'agriculture permet d'accroître la rentabilité, mais cela n'est pas sans conséquence sur l'environnement et sur la santé humaine. Notre équipe de reportage a tendu son micro à certains citoyens pour avoir leur avis sur l'utilisation des engrais. Voici ce qu'ils nous disent. Avec l'utilisation de l'engrais, les rendements augmentent, mais c'est que au niveau de la terre aussi, ça affaiblit la terre. Après quelques années, la terre n'est plus fertile, quoi. Ce que je propose aux paysans, c'est qu'ils doivent espacer l'utilisation de l'engrais chimique. Espacer, c'est-à-dire que utiliser ça cette année, l'année prochaine, tu n'utilises plus, ça fait l'année prochaine. Et on peut même fabriquer l'engrais vert chez soi-même, à la maison. Selon moi, l'utilisation de l'engrais agit sur notre santé. Il est bien vrai que c'est le faire, mais bon, on doit penser aussi à notre santé. Je préfère qu'on pratique bio, la culture, c'est que bio. Pour aujourd'hui, on remarque que notre culture, ou bien l'utilisation de l'engrais, ça permet que, bon, ça engendre certaines maladies. Et aujourd'hui, nous n'arrivons pas à s'en sortir. Donc, je lance un appel à toute la population d'utiliser l'engrais, mais pas de façon excessive. Tout d'abord, les engrais sont des substances chimiques qui permettent la croissance des produits agricoles. Ensuite, par rapport à leur impact sur l'agriculture ou l'environnement, il y a des impacts positifs et des impacts négatifs. Sur le point négatif, ces engrais chimiques détruisent les substances naturelles, les substances bio des produits agricoles que nous consommons et qui ne sont pas toujours bons pour la santé. Les engrais chimiques appauvrissent les sols. En dehors des engrais, pour avoir plus de rendement dans l'agriculture, il faudrait promouvoir l'utilisation des engrais plus naturels et moins d'engrais chimiques parce qu'on ne peut pas s'en passer d'eux. Ils sont de nos jours dans le quotidien de tous les paysans. La culture bio qui est forcément recommandable puisque c'est sans produits chimiques et a priori sans grand effet sur la santé. Maintenant, aujourd'hui, si nous devons vraiment consommer uniquement que bio, ça voudrait dire qu'il y a le prix également qu'il va falloir dépenser, qui devrait aller avec. Et avec le niveau de vie moyen dans notre communauté ici, c'est très compliqué, ce qui fait que les producteurs sont souvent obligés d'y ajouter les engrais chimiques pour pouvoir gonfler la production et réduire les coûts et pouvoir servir tout le monde. Sinon, normalement, c'est la culture bio que nous devrions privilégier. Moi, je dirais que les engrais sont vraiment indispensables de nos jours et les impacts que l'utilisation des engrais ont sur l'agriculture, si je peux me permettre de le dire, nous avons des impacts tant positifs que négatifs. Donc, si nous prenons côté positif, nous pouvons voir que ça augmente le taux de rentabilité. Côté négatif, ça appauvrit le sol et on ne mange plus bio de nos jours. Et c'est ça qui fait que les maladies, pas possible avant, il n'y avait pas certaines maladies, mais vu qu'on mange mal, voilà, on est exposé à tout genre de maladies. En dehors des engrais, moi je préconiserais qu'on puisse laisser nos sols se développer eux-mêmes comme ça. C'est vrai, ça serait un peu difficile, mais
quand même, si on arrive à adapter nos sols à ce rythme-là, je crois que ça pourrait faire quelque chose de mieux et on peut pas s'en passer des engrais, mais il faut réduire quand même l'utilisation de ces engrais quand même. Plusieurs millions de personnes souffrent de la crise alimentaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Cette crise est due au changement climatique, à la dégradation de l'environnement et aux différents conflits armés qui détruisent des champs de production. Plus de précisions dans ce commentaire d'Irène Papadina. La situation de l'insécurité alimentaire devient alarmante en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, avec plus de 41 millions de personnes menacées pendant la saison sèche cette année. La Banque mondiale estime dans un nouveau rapport que 29 millions de personnes dépendent actuellement de l'aide alimentaire d'urgence. L'institution financière a attribué l'incidence élevée de la malnutrition dans les régions à la fragilité, au conflit et au niveau élevé de pauvreté, à l'accélération du changement climatique et à la dégradation de l'environnement. Le dernier avertissement sur l'insécurité alimentaire est également repris par l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation. Selon le Programme alimentaire mondial, 48 millions de personnes en Afrique meurent de la sécheresse et de la famine, alors que les efforts pour contenir l'inflation contribuent aux pénuries alimentaires. Face à cette situation, la Banque mondiale a adopté une approche régionale pour renforcer la résilience du système alimentaire et mobilise des fonds d'intervention d'urgence auprès de l'Association internationale de développement. Et pour lutter contre le changement climatique et ses multiples conséquences, un groupe écologiste en Libye mène des actions pour sauver le couvert végétal et redonner le couvert forestier du pays. Quelles sont les actions menées? Les réponses avec Vivace Amana. La sauvegarde des forêts en Libye est cruciale. Un groupe écologiste libyen dénommé les Amis de l'Arbre se bat pour sauver les forêts restantes. Dans ce pays en partie recouvert par le désert, les pluies se font rares. Le groupe écologiste entend sauver les derniers espaces verts de l'exploitation forestière et des impacts du changement climatique par des actions de reboisement et surtout de sensibilisation. Pour Khalifa Ramdan, le président de l'association Les Amis de l'Arbre, il est important de renforcer la relation entre les humains et les arbres. Les arbres ont une valeur économique, environnementale, sanitaire, nutritionnelle et commerciale. Le groupe d'activistes s'efforce de sensibiliser le public de Tripoli et des autres villes sur la nécessité de créer et de protéger les espaces végétaux et de limiter ainsi la sécheresse. Composé essentiellement d'agronomes, d'horticulteurs et de bénévoles, le groupe vise à relancer un projet de ceinture verte qui s'est étiolé au cours des années de guerre. Il s'agit de former des équipes qui auront pour rôle de reconstituer les terres. À terme, 8500 hectares pourront être récupérés et ensuite reboisés. La police agricole libyenne a recensé ces dernières années près de 1700 conflits impliquant des activités d'exploitation forestière non autorisées. Les autorités de ce pays, affaiblies par les rivalités et l'insécurité, peinent à assurer une gouvernance stable, particulièrement en matière de protection de l'environnement. Il faudra prendre des mesures nécessaires pour redorer la couverture forestière de ce pays de l'Afrique du Nord et contribuer à limiter les conséquences du changement climatique. Toujours dans la lutte contre le changement climatique, mais cette fois-ci au Kenya, où pour les funérailles d'une doyenne de 103 ans, la Fondation Green Africa a décidé de planter 103 arbres. Cette initiative a pour objectif de produire un impact environnemental pour les générations futures. Retrouvons Irène Papadina. À Kitui, au Kenya, des funérailles ont été organisées pour une doyenne de la région, Monica Malonza, décédée à 103 ans. En sa mémoire, sa famille a décidé de planter un arbre pour chacune des 103 années qu'elle a vécues. L'initiative Plantonnage est menée par la Fondation Green Africa qui affirme avoir déjà planté des millions d'arbres dans le pays. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour que nous puissions planter des arbres en son honneur. J'apporterai d'autres plants au début de la saison des pluies pour que nous puissions toujours la célébrer en plantant des arbres. Vous pourrez planter 103 arbres l'année prochaine en sa mémoire. Vous pourrez planter 103 arbres l'année prochaine en sa mémoire. À travers cet acte, vous vous souviendrez toujours d'elle. La Fondation Green Africa a lancé cette initiative à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur le climat, COP27, qui s'est tenue en Égypte en 2022.
Son objectif est que les arbres plantés puissent avoir un impact bénéfique sur l'environnement en faveur des générations futures. Nous avons planté 103 arbres pour nous rappeler de mon arrière-grand-mère décédée. Il faudrait planter encore plus d'arbres afin de protéger notre environnement. Nous devons garder de l'eau pour les arbres et lorsque vous coupez un arbre, vous devez replanter un autre pour remplacer celui coupé. Le Kenya fait face depuis plus d'un siècle à une déforestation alimentée par les besoins d'une forte pression démographique. Le gouvernement kenyan entend sensibiliser les communautés aux problématiques environnementales dans le but de replanter au moins 20 millions d'arbres. En Angola, les mangroves sont menacées de disparition. Ainsi, le gouvernement angolais a procédé au lancement du programme de plantation d'1 million de mangroves pour lutter contre l'érosion de ses côtes et les effets néfastes du changement climatique. Irène Papadina pour le commentaire. L'Angola a rempli son engagement de planter 1 million de mangroves dans la zone côtière du pays. Selon la coordinatrice du projet Otiva, Fernanda René, le programme de plantation d'1 million de mangroves était un défi que l'Angola a relevé devant l'Union africaine et le monde, qui avait également servi de stratégie d'éducation à l'environnement auprès des citoyens. Le gouvernement angolais, dans son objectif de restaurer son couvert végétal, a procédé à la récupération de plusieurs mangroves qui ont été reboisées avec assistance. Ainsi, ce pays donne l'exemple en Afrique et dans le monde des efforts pour prévenir le réchauffement climatique et la lutte contre les changements climatiques. Avec un littoral de 1650 km, l'Angola possède des mangroves dans plusieurs zones côtières qui ont un besoin urgent de restauration. Considérés comme du carbone bleu, les mangroves sont des écosystèmes naturels tropicaux composés d'espèces végétales tolérantes à l'eau salée. Ils naissent du contact avec le milieu terrestre et maritime, notamment les fleuves et les mers. Les palétuviers s'adaptent à l'eau salée, la filtrent et expulsent le sel à travers leurs feuilles. Ils jouent un rôle important dans la préservation de plusieurs espèces végétales et animales. Nous devons tous les protéger. Des plaintes de plusieurs organisations contre le régulateur aérien américain SpaceX. Suite à l'explosion de la fusée, les organisations s'inquiètent des conséquences environnementales de l'explosion en vol de la fusée Starship, la plus grande fusée du monde. Suivons le commentaire. Des organisations ont annoncé ce lundi de poursuivre en justice le régulateur aérien américain qu'elles ont accusé d'avoir mal évalué l'impact environnemental de la nouvelle fusée de SpaceX Starship, dont un exemplaire a explosé en vol il y a 2 semaines au Texas. L'agence américaine de l'aviation a délivré mi-avril une licence de vol de 5 ans à SpaceX pour cette fusée, la plus grande du monde, développée et testée par la société à Boca Chica, à l'extrême sud de l'État. Le 20 avril, l'entreprise Elon Musk a fait décoller Starship pour la première fois, mais la fusée a rencontré des anomalies, forçant SpaceX à activer la commande d'autodestruction, ce qui a déclenché son explosion au-dessus de la mer au bout d'environ 4 minutes de vol. Le pas de tir a lui-même été partiellement détruit par la puissance des moteurs de l'engin, faisant voler débris et moteurs de béton. Une plainte a été déposée au tribunal fédéral de la capitale Washington par plusieurs organisations, dont le Center for Biological Diversity et l'American Bird Conservancy. Dans une déclaration du Center for Biological Diversity, l'heure de lancement des fusées se trouve à côté d'habitats, d'espèces protégées et d'oiseaux migratoires. L'organisation a également cité la pollution sonore et lumineuse liée à la base spatiale ainsi que le départ de feux causés. En accordant sa licence, l'agence américaine de l'aviation a imposé à SpaceX un certain nombre de contraintes, notamment une évaluation de la faune et de la flore par un biologiste avant et après un décollage. Les éventuels débris doivent être nettoyés. En République démocratique du Congo, une jeune entreprise fabrique des briquettes écologiques combustibles. Cette initiative vise à réduire l'utilisation du charbon de bois et de fait la déforestation. Viva Samana pour le commentaire. La fabrication du charbon de bois a des conséquences dévastatrices sur l'environnement, notamment la déforestation. Le bassin du Congo en RDC n'en est pas épargné.
Dans la ville de Goma, à l'est de la RDC, une petite entreprise fabrique des briquettes de charbon à base de déchets ménagers et agricoles. Pour la fabrication de ces briquettes, tout commence par le ramassage des déchets suivi du tri. Ensuite, les métaux récoltés subissent un traitement jusqu'à la formation des briquettes. Cette solution écologique est une alternative à l'utilisation du charbon de bois qui permet de protéger l'environnement en limitant la déforestation. Parallèlement à cela, des emplois sont créés par cette entreprise écologique. Les ménages peuvent obtenir, grâce à cette innovation, un combustible propre et à bas prix pour la cuisson. Certains foyers congolais ont déjà commencé à utiliser ces briquettes écologiques. À la place du charbon de bois. De nos jours, des actions de recyclage de déchets pour une transformation des produits écologiques agricoles sont cruciales et contribuent à lutter contre la déforestation. Notons que la République démocratique du Congo a perdu en 30 ans près de 20% de ses forêts humides. La fabrication de ces briquettes écologiques combustibles contribue à la réduction de la perte du couvert forestier de ce pays qui est l'un des poumons de la terre. L'arganier est un petit arbre des régions semi-arides présent de manière quasi exclusive au Maroc. La surexploitation et la destruction de cet arbre devient inquiétante pour les Marocains. Ils prennent donc des mesures responsables afin de le protéger. Retrouvons Rafietou Mberikou pour le commentaire. L'arganier est une plante ligneuse qui protège le sol par l'ombre portée de sa cime dense dans les régions subdésertiques où l'ennemi principal de la végétation est la sécheresse et la dessiccation solaire. Au Maroc, les actions prioritaires visant à lutter contre la disparition de l'arganier sont prises. Cette plante sert de défense contre la désertification et l'érosion des sols. Le projet autoroutier entre Marrakech et Agadir a permis la replantation de près de 221 000 arganiers sur 920 hectares. La chef de service développement durable de la Société nationale des autoroutes du Maroc, Noura Ndam, se réjouit de sa contribution à la protection de l'arganier pour son impact écologique et social sur la communauté locale à travers le reboisement sur les grandes superficies dans le cadre du dit projet. Fatima El Mehi, présidente de la coopérative féminine Arganams, témoigne également des efforts de la Société nationale des autoroutes dans l'amélioration de la production des matières premières et définit l'importance de l'autoroute dans l'exportation des produits vers les régions du Maroc. Sensibiliser les usagers des autoroutes et mobiliser les parties prenantes. Tel est le plan dans l'exécution des engagements climatiques du Royaume avec pour objectif la réduction de l'empreinte carbone du réseau routier en accord avec la stratégie bas carbone à l'horizon 2050 que le Royaume a lancée en 2021. Depuis 2014, les pratiques et savoir-faire liés à l'arganier sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le Maroc est le premier producteur mondial d'huile d'argan. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.